coordonnateur du Subdeco Business Incubateur, en même temps le directeur de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec vous sur le thème comment préparer la phase de stabilité. Nous avons comme animateur M. Dimi Doresta, qui est le directeur du programme Mandela Fellowship du président Barack Obama au niveau de l'université Iowa et du centre entrepreneurship de John McGill. Donc, sans plus tarder, je vais laisser M. Dimi Doresta échanger avec nous sur cette thématique pour une durée de 1h30, dont 1 heure de communication et 30 minutes d'échange, de questions-réponses. Monsieur Dimi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Papa, et je dois m'excuser vraiment pour ce retard. On a eu un petit problème technique. Il me semble que vous n'avez pas eu le bon lien pour participer à ce webinaire. Mais maintenant, tout fonctionne bien. On va démarrer malgré le retard. Je pense que je vais essayer de partager avec vous ce qu'on entend par la croissance d'une start-up. Mais avant de commencer, comme Papa a expliqué, avant de commencer, j'avais préparé un petit sondage pour vous autres, mais à cause de ce problème technique qu'on a eu, j'aimerais faire ce petit sondage-là dans le chat room. Est-ce que vous pouvez me dire, j'aimerais voir, est-ce que vous avez, à quel stade que vous êtes maintenant? Est-ce que vous avez une start-up? Est-ce que si vous avez une start-up, ou bien vous levez la main, ou bien vous dites. Si vous ne m'entendez pas, le problème est de votre côté, parce que pour moi-même, tout va bien. Vous devez activer votre audio. Oui, est-ce que vous avez une start-up? Et votre start-up, c'est à quel niveau? Vous utilisez le chat room pour me dire. D'accord. Si vous avez une start-up, j'aimerais savoir vos attentes de ce webinaire. Vos attentes, qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? D'accord, d'accord. Bon, voilà. Oui, le webinaire, on enregistre le webinaire. Il n'y a pas de problème. Vous aurez ça à la fin du webinaire. Eh bien, bon, vous voulez comprendre ce que c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, d'accord. Voilà, bon, on va commencer. Maintenant, ce que j'aimerais faire, je vais mettre ça ici, comme ça je peux voir vos questions. Donc, comme Papa a dit, le sujet aujourd'hui, c'est comment préparer la phase de croissance d'une start-up. Autrefois, la route du succès, mes chers amis, c'était, on a une idée, on voit l'étendue de l'idée, d'accord? On voit l'étendue de l'idée, c'est-à-dire, est-ce que c'est une idée qui peut être commercialisable? Est-ce que c'est une idée qu'on peut développer en utilisant un plan d'affaires? Ensuite, on développe le plan d'affaires. On développe le plan d'affaires, on fait tout le développement, les prévisions financières, etc., etc. Et puis, on exécute l'idée. C'était vraiment une approche linéaire.
C'était ça, autrefois, la route du succès. Maintenant, la route du succès, c'est comme ceci. La route du succès, c'est comme ceci. Si on n'écoute pas aux clients, si on n'écoute pas les clients, voilà ce qui peut arriver. C'est une faille abrupte. On peut avoir un accident grave si on n'écoute pas les clients. Parce que la route du succès, autrefois, maintenant, la route du succès, c'est, comme j'ai dit, c'est ça. C'est une route en zigzag. Si on n'écoute pas aux clients, voilà ce qui va se passer. Maintenant, après 40 ans d'études, il y a une grande différence. Après 40 ans d'études, il y a une grande différence. Ce qu'on a toujours cru, comme je viens de vous dire, c'est que on croyait qu'une start-up, c'était la petite version d'une grande compagnie. Une start-up était la petite version d'une grande compagnie. Mais ce qu'on connaît maintenant, c'est que les start-up cherchent et les compagnies exécutent. Les start-up cherchent, les compagnies exécutent. C'est ce qu'on sait maintenant. Mais c'est quoi une compagnie? Une organisation d'affaires qui vend un produit ou service en échange d'argent. C'est une organisation d'affaires qui vend un produit ou un service en échange d'argent. Ça, c'est la définition d'une compagnie. Maintenant, quand on définit une start-up, on voit une organisation temporaire conçue pour rechercher un modèle d'affaires ou économique, reproductible ou évolutif. Une start-up, c'est une organisation temporaire conçue pour rechercher un modèle d'affaires ou économique, reproductible et évolutif. Mais l'objectif d'une start-up, mes chers amis, c'est de devenir une compagnie. Une start-up veut devenir une compagnie. C'est l'objectif principal d'une start-up. Mais faire la recherche une priorité est un changement radical. Parce qu'auparavant, on ne faisait pas de la recherche la priorité. Ce n'est pas juste une autre méthodologie. C'est plutôt un changement, c'est plutôt un nouvel état d'esprit, un nouvel état, une nouvelle façon de penser quand on parle de faire de la recherche en ce qui a trait d'une start-up. Ce qu'on a toujours cru, processus, c'est-à-dire on fait la conception, on développe le produit bien avant d'entamer une conversation avec les clients potentiels. On fait le bêta-test et puis on lance le produit. Encore, on pense que c'est comme un chute d'eau. On connaît le problème du client, les caractéristiques du produit sont connues, etc., etc. Mais pourtant, c'est encore le processus, mais le processus on part avec la recherche du client. Parce que beaucoup de startups échouent par manque de clients que d'une défaillance de développement de produit. Pour développer un produit, on peut faire ça. On peut développer, n'importe qui peut développer un produit. Mais développer un produit dont le client a besoin, un produit qui satisfait aux besoins du client, ce n'est pas une chose facile. Il faut partir à la recherche du client, il faut interviewer le client, il faut savoir ce dont le client a besoin avant même de développer le produit. On a toujours cru stratégie, mais lorsqu'on parle de stratégie, on part avec un plan d'opération et un modèle financier. D'accord? On développe un plan d'affaires et puis on fait aussi des prévisions financières, etc., etc. Mais ce qu'on a oublié dans tout cela, on oublie que le client vient d'abord, on doit partir à la recherche du client avant même de concevoir le produit, avant même de mettre sur pied ce plan d'affaires. Parce que beaucoup de startups échouent par manque de clients que d'une défaillance de développement de produits. Beaucoup de startups échouent par manque de clients que d'une défaillance de développement de produits.
Ce diagramme-là, mes chers amis, vous montre que beaucoup de startups construisent quelque chose que personne ne veut. Beaucoup de startups construisent quelque chose que personne ne veut. Et ça constitue l'échec de beaucoup de startups. C'est-à-dire, vous construisez quelque chose que personne ne veut parce que vous n'avez jamais parlé aux gens pour savoir, pour avoir une idée de leurs besoins. Donc, comme ça, vous partez à la construction de votre produit sans même tester le marché pour savoir, pour avoir une idée de leurs besoins. Maintenant, si on parle des 3 étapes de développement d'une startup, c'est là que je vais toucher au problème de croissance d'une startup. Une startup passe par 3 stades de développement. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, sur ce schéma-là. L'adéquation problème-solution, l'adéquation produit-marché, puis la croissance. La première étape, adéquation problème-solution, la question essentielle qu'on se pose, c'est que mon problème vaut-il la peine d'être résolu? Mon problème vaut-il la peine d'être résolu? Est-ce quelque chose qui intéresse les clients? Est-ce quelque chose indispensable? Les clients l'achèteront-ils? C'est-à-dire la solution que je vais apporter à ce problème. Et qui sont ces clients-là? D'accord? Qui sont ces clients-là? Les diapos sont trop rapides. Ça veut dire quoi? Les diapos sont trop rapides. Ah, je vais trop vite. Vous dites que je vais trop vite. Hein? D'accord, d'accord, d'accord. Qui sont ces clients? Et est-ce que vous avez vraiment identifié le problème auquel le client fait face? Est-ce que la solution que vous envisagez, est-ce que cette solution-là, c'est ce que le client recherche? Est-ce que la solution sera indispensable? Est-ce que la solution sera économiquement viable? Est-ce que la solution sera techniquement faisable? C'est là, quand tu fais l'analyse, l'adéquation problème-solution, c'est que premièrement, il faut savoir si le problème a été bien identifié, bien cerné. Est-ce que c'est vraiment un problème réel auquel le client fait face? Est-ce que la solution que vous envisagez, c'est cette solution-là dont le client a besoin? Est-ce que cette solution sera indispensable, économiquement viable, techniquement faisable? C'est là, quand on parle de adéquation problème-solution, c'est là, c'est cet aspect-là que vous devez vraiment analyser. Et à ce stade, mes chers amis, nous tenons à répondre à ces questions au moyen d'une observation. Et c'est une observation qualitative au niveau des clients. Et la seule façon de faire cette observation, c'est de partir à la découverte des clients, de conduire des entrevues avec les clients
d'interviewer beaucoup de clients pour pouvoir identifier ou bien cerner leurs problèmes. D'accord? Et après avoir interviewé beaucoup de clients et bien discerné leurs problèmes, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire ce qu'on appelle, vous pouvez vraiment construire le produit minimum viable. Le produit minimum viable, qui est ce qu'on définit l'ensemble minimal de fonctionnalités de votre produit. L'ensemble minimal de fonctionnalités de votre produit. Qui puisse vraiment solutionner le problème que vous avez identifié au niveau du client. D'accord? Vous construisez le produit minimum viable, qui est le MVP. Et c'est à ce moment-là aussi, si le MVP ne fonctionne pas, si le MVP, ce n'est pas ce que le client, c'est pas ce que le client cherche, c'est à ce moment-là que vous faites ce qu'on appelle le pivot. Il faut pivoter avant la deuxième étape, qui est l'étape l'adéquation produit-marché. Après les enseignements, après les expérimentations, d'accord, après les observations auprès des clients, et vous dessinez le produit minimum viable, le MVP, et si ça ne fonctionne pas, eh bien, ce que vous faites là, ah bon? Très bien. Il y a des gens qui... Voilà, maintenant personne ne puisse faire ça. Je viens de déactiver. Voilà. Donc, un pivot, c'est un changement de direction d'une startup lors de sa phase d'apprentissage. Et la phase d'apprentissage, c'est la phase adéquation, solution, adéquation problème et solution. C'est là, vous essayez de voir si vraiment il existe un problème, vous essayez de venir avec la solution minimale et vous testez la solution minimale. Si ça ne marche pas, si ça ne répond pas aux critères des clients, vous faites ce qu'on appelle le pivot, c'est-à-dire un changement de direction et vous portez des changements que vous devez porter directement pour solutionner le problème auquel le client fait face. Maintenant, la deuxième étape qui est l'adéquation produit-marché. La question essentielle, c'est que ai-je mis au point un produit qui intéresse les clients? N'oubliez pas, dans l'adéquation problème-solution, vous avez vraiment construit le produit minimum viable. Et après avoir construit le produit minimum viable, vous retournez chez les clients, vous testez le produit minimum viable pour voir si vraiment ça répond aux besoins du client. Maintenant, vous passez à l'adéquation produit-marché, vous posez la question, ai-je mis au point un produit qui intéresse les clients? C'est une étape vraiment importante parce que c'est là que vous obtenez des clients. Les clients commencent à acheter votre produit, vous commencez à les fidéliser, etc., etc. Vous commencez à recevoir de l'argent, c'est-à-dire les clients commencent à payer vraiment. D'accord? Donc, quand vous arrivez à cette adéquation-là, l'adéquation produit-marché, c'est là vraiment que vous commencez à voir que vous avez un plan qui fonctionne. C'est-à-dire, vous commencez à avoir ce qu'on appelle de la traction et un business model.
L'attraction permet de mesurer les résultats d'un business model qui fonctionne. Et exemple de traction, c'est que vous commencez à avoir des clients, vous commencez à fidéliser les clients, vous commencez à avoir des gens qui veulent payer pour votre produit ou votre service. D'accord? Donc, vous avez un business model et une histoire qui raconte un business model qui crée, qui apporte et retient de la valeur. Vous utilisez un business model qui raconte l'histoire et qui montre que ça peut créer de la valeur, ça peut apporter, ça peut retenir de la valeur. Vous créez de la valeur, c'est-à-dire vous apportez une solution au problème auquel le client fait face. D'accord? C'est là que vous créez de la valeur et vous retenez les clients et vous commencez à les fidéliser, etc., etc. Donc, c'est là traction et business model. Une fois qu'on est à la deuxième étape, comme j'ai dit, l'adéquation produit-marché, donc on commence à avoir des clients, on commence à les fidéliser et on commence à recevoir de l'argent, etc., etc. Maintenant, pour présenter, pour raconter cette histoire, on utilise le Canva communément appelé Business Model Canvas. Et je suis sûr que certains d'entre vous sont familiers à ce fameux Canva, le Business Model Canvas. Il y a aussi le Lean Canvas qu'on utilise aussi, mais ce Lean Canvas-là, on utilise ça surtout à la première phase qui est l'adéquation problème-solution. Mais le Business Model Canvas, c'est ce qu'on utilise maintenant quand on est à une phase où on veut savoir est-ce qu'on a un business model qui fonctionne, est-ce qu'on a un business model qui raconte l'histoire, l'histoire qu'on veut raconter vraiment. Maintenant, on est à la troisième phase, qui est la phase de croissance. À partir de cette phase, on pose la question essentielle. Comment accélérer ma croissance? On a déjà un business model qui fonctionne. On commence à avoir des clients. On commence à fidéliser ces clients-là. On commence à avoir le client est satisfait de mon MVP. Le client commence à acheter, commence à payer de l'argent, etc., etc. Donc maintenant, comment accélérer donc la croissance? Cette étape-là est vraiment importante parce que votre attention se tourne vers la croissance et l'évolution de votre business model. Non seulement vous voulez voir une croissance, mais vous voulez aussi que le business model évolue et atteint vraiment une apogée qui montre qu'il y a une durabilité dans ce que vous faites. Maintenant, c'est à partir de là, on continue encore à gagner de traction. D'accord? On continue à avoir de traction. On continue à valider les enseignements. C'est-à-dire, on revient auprès du client, on demande est-ce que le produit minimal que j'ai développé, est-ce que ça répond à vos critères? D'accord? Vous continuez de faire des ajustements à partir des expérimentations, etc., etc. Les ajustements, c'est les pivots. Vous continuez à faire ça, etc., etc. Mais quand vous êtes après l'étape adéquation produit-marché, avant même d'arriver à l'étape de croissance, votre objectif, c'est d'obtenir de la croissance et l'expérimentation maintenant. Vous allez faire des expérimentations d'une façon à voir comment vous pouvez optimiser la croissance. Comment vous pouvez optimiser la croissance et comment vous pouvez avoir une évolution totale et une durabilité totale. Parce que si vous n'attendez pas cette durabilité, vous êtes encore à cet état de start-up, vous n'allez jamais arriver
à l'état de compagnie. N'oubliez pas que au commencement, j'ai dit que l'objectif principal d'une start-up, c'est de devenir une compagnie. L'objectif principal d'une start-up, c'est de devenir une compagnie. Une start-up qui a de la croissance et une croissance continue qu'on appelle optimisation, une croissance continue qu'on appelle évolution. Donc, à partir de cette croissance, il y a la durabilité, etc., etc. Donc, on n'est plus à l'état de start-up, on est maintenant à l'état de compagnie. D'accord? Donc, l'objectif principal d'une start-up, c'est de devenir une compagnie. Une start-up devient une compagnie quand la start-up atteint l'état de croissance et un état de croissance durable qui est à un état d'optimisation ou un état d'évolution. Donc, maintenant, la start-up peut dire qu'on n'est plus maintenant à l'état de start-up, on est dans l'état d'une compagnie. Maintenant, c'est à partir de cet état-là, on peut parler, c'est-à-dire entre l'adéquation produit-marché et croissance, c'est là qu'on commence à inviter des investisseurs. C'est là qu'on commence à lever des fonds. C'est le moment idéal pour lever des fonds. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui a dit des délais ou des échéances sont-ils prévus lors du passage entre ces différentes phases? On y arrivera, hein? On y arrivera. On va voir, on y arrivera. D'accord? Donc, maintenant, n'oubliez pas, pendant l'étape adéquation, problème, solution, vous faites de la recherche, vous faites de l'expérimentation, vous faites de l'apprentissage. Mais l'investisseur ne va pas vous joindre à cette étape pendant que vous faites de l'apprentissage, de l'expérimentation, de la recherche, etc., etc. L'investisseur ne va pas vous joindre. Maintenant, quand vous arrivez à l'état d'adéquation produit-marché, quand vous commencez à avoir de l'attraction, vous commencez à fidéliser les clients, vous commencez à gagner de l'argent, etc., etc., maintenant, vous êtes prêt et l'investisseur va commencer à vous regarder. Parce que l'investisseur voit que vous avez des tractions. Et votre objectif là maintenant, c'est la croissance. Et l'objectif de l'investisseur, c'est la croissance. C'est-à-dire, votre objectif marche l'objectif de l'investisseur. L'investisseur commence à vous regarder maintenant. D'accord? C'est là, c'est le moment idéal pour lever des fonds, c'est le moment idéal pour commencer à entamer des discussions avec des investisseurs. Maintenant, quand on... Je vais passer un petit temps là à expliquer ce diagramme-là. Cette graphe-là. Le développement d'un start-up, on commence d'abord. Premièrement, je dois vous dire que le développement d'une start-up, ça ne suit pas une ligne droite. D'accord? Ça ne suit pas une ligne droite. La croissance des startups vraiment n'est pas linéaire. Ce n'est pas linéaire et je vais expliquer. C'est plutôt une courbe, comme vous voyez ici, en forme de crosse de hockey. Si vous connaissez le sport hockey, on utilise une crosse là pour shooter le puck là sur la glace. C'est comme une crosse de hockey. C'est beaucoup plus réaliste si on dit une crosse de hockey, d'accord? Eh bien, comment ça? Durant la phase adéquation, problème, solution, la courbe est vraiment plate.
La courbe est vraiment plate. On a l'idée. On commence à voir, à bien cerner le problème. On commence à parler aux clients. On commence à vraiment voir si le problème existe. On commence à vraiment venir avec des éléments de solution selon les conversations avec les clients. D'accord? On peut commencer à voir si le client vraiment veut solutionner ce problème. La solution que vous voulez apporter est-elle indispensable? Techniquement, vous pouvez implémenter cette solution? Techniquement, est-ce que c'est faisable, etc., etc. C'est vraiment une courbe vraiment plate dès le début, la phase adéquation, problème, solution. Maintenant, pour passer de l'idée à la traction initiale, il faut vraiment faire l'expérimentation, parler à beaucoup de gens et vous arrivez à développer le MVP, qui est le produit minimal viable. Et vous commencez même à parler au client de votre MVP et le client est satisfait et le client décide d'acheter le MVP. Et à partir du MVP, vous commencez à gagner de l'argent. Si par exemple, vous commencez à vendre le produit ou le service, vous commencez à avoir 10 000 $ de revenus, eh bien, vous passez à ce qu'on appelle à l'étape, vous allez, le MVP, vous commencez à vendre, eh bien, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur. On parle de multiplication par 10. D'accord? On parle de multiplication par 10. Et on arrive à une étape où le client commence à choisir votre produit, le client commence à acheter le produit, etc., etc. Maintenant, de cette étape-là, l'adéquation problème-solution à adéquation produit-marché, vous commencez à penser déjà qu'est-ce que vous devez faire pour la croissance. Comment est-ce que vous pouvez trouver vos moteurs de croissance? C'est là que vous allez vous donner l'objectif de multiplier ça par 10 encore. C'est là où vous commencez à atteindre ce qu'on appelle une vitesse où vous allez dire, bon, maintenant, le marché commence à accepter mon produit, le marché commence à voir que mon produit est nécessaire, je commence à faire face à mes compétiteurs et je commence à forcer mes compétiteurs à apporter de changements. Donc, c'est là où vous pouvez dire que vous commencez déjà à trouver vos moteurs de croissance. Donc, vous passez de l'étape adéquation problème-solution à l'étape adéquation produit. Vous passez de revenus de 10 000 $ par mois à un revenu de 100 000 $, non par mois, par année, à un revenu de 100 000 $. Dans 3 mois, vous avez un revenu de 10 000 $. Dans 9 mois, vous avez un revenu de 100 000 $. Et puis, dans 21 mois, presque 2 ans, vous avez un revenu de 1 million $. C'est là, c'est un facteur ou bien une multiplication par 10 de chaque étape. C'est vous donnez comme objectif, un multiplicateur par 10 dans chaque étape. Adéquation problème-solution 10, adéquation produit-marché multiplication par 10. Et puis maintenant, une fois que vous commencez à trouver vos moteurs de croissance, maintenant vous êtes à l'étape où vous voulez vraiment évoluer, c'est l'étape évolution où vous commencez à vous appeler compagnie. Maintenant, c'est l'étape évolution, c'est l'étape de l'évolution, l'étape évolutive, c'est la multiplication à partir de 36 mois, c'est la multiplication, c'est de 10 millions $ par 10 millions $, à partir de 36 mois, c'est là que vous voulez être arrivé. Donc, la trajectoire du business model
ressemble plus à une courbe en forme. Cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle la crosse de hockey, est plus réaliste. D'accord? Mais quand on arrive à l'étape évolution, quand on est à l'étape de compagnie, les marchés commencent à saturer. Soit le business model perd en efficacité, ou bien maintenant, vous commencez à descendre et votre graphe ressemble beaucoup plus à un S, la lettre S, beaucoup plus à la lettre S que la crosse de hockey. Je vais vous donner l'exemple de Facebook. La croissance de Facebook en termes d'utilisateurs arrive à saturation car il y a un nombre limité de personnes sur la planète qui peuvent utiliser Facebook, naturellement. Donc, si on parle de par exemple, Facebook, le taux de croissance de Facebook par semaine était de 21,5% lors de ces 6 premiers mois. Pendant les 6 premiers mois, c'est-à-dire dans l'étape adéquation problème-solution, le taux de croissance de Facebook était de 21,5%. Par semaine, dans les 6 premiers mois. Et puis après 2 ans, ça diminue de 5% par semaine. Puis la loi des grands nombres l'a rattrapé. La loi des grands nombres l'a rattrapé et son taux de croissance est passé à environ 1% par semaine. Donc, cela dit que la plupart des entreprises ne maintiennent pas ces taux de croissance pendant très longtemps. C'est-à-dire la multiplication par 10 que je vous parle là maintenant, la multiplication par 10 dont je vous parle là maintenant, la plupart des entreprises ne maintiennent pas ces taux de croissance pendant très, très, très longtemps. Cependant, en tant que promoteur de start-up, en tant qu'entrepreneur, il faut viser cette multiplication par 10. Il faut viser cette multiplication par 10. Parce que c'est ça l'investisseur va vous demander. Comment est-ce que vous allez atteindre, quelle est vraiment la période à laquelle vous allez atteindre cette multiplication par 10? Il faut voir ça en termes de multiplication par 10. De l'étape adéquation problème-solution à l'étape adéquation produit-marché, à l'étape de croissance jusqu'à l'évolution. Parce que l'investisseur va vous poser cette question, comment est-ce que vous allez atteindre? Donnez-moi votre calendrier pour atteindre cette multiplication par 10. Donc, naturellement, comme je vous dis, ce n'est pas toutes les compagnies qui puissent réaliser cette multiplication par 10 dans 36 mois, mais il faut viser ça. Il faut avoir en tête comment est-ce que vous allez accomplir cette multiplication par 10 parce que la majorité des investisseurs, c'est ça qu'ils vont chercher. Maintenant, il y a une chose que je voudrais mentionner encore. L'étape adéquation produit-marché est vraiment le point d'inflexion. C'est le point d'inflexion, comme vous pouvez voir sur la crosse de hockey là, sur la graphe là. C'est là vraiment que l'entreprise ou bien la start-up commence à avoir sa vitesse de croisière. C'est là vraiment que vous n'avez pas droit à l'erreur.
c'est là vraiment que vous devez chercher à comprendre la compétition et pour voir ce dont vos clients ont besoin et pour commencer à fidéliser les clients, etc., etc. D'accord? Donc, c'est cette étape-là il faut vraiment, c'est une étape extrêmement importante. La croissance des startups n'est pas éternelle. Il faut savoir ça. La croissance n'est pas éternelle. Donc, c'est pourquoi, quand vous êtes à l'état de croissance, quand vous êtes à l'état d'évolution, il faut commencer à penser à d'autres types d'innovations pour pouvoir continuer à fidéliser les clients, parce que vous êtes à une étape de compagnie maintenant, pour pouvoir continuer à fidéliser les clients et pour pouvoir aussi continuer à attirer beaucoup d'autres investisseurs parce qu'une compagnie qui n'utilise pas d'innovation, qui n'innove pas, c'est une compagnie qui va vraiment s'enterrer. Il faut innover. L'innovation doit être de façon continue. Parce que la croissance n'est pas éternelle. Si on n'innove pas, on ne pourra jamais vraiment arriver à continuer à cet état d'évolution-là pour pouvoir vraiment fidéliser les clients, etc., etc. Maintenant, ça fait près de 45 minutes depuis que je parle là. Je vais m'arrêter là avec la présentation. Je suis prêt là maintenant à répondre à vos questions. Les questions maintenant, vous pouvez les taper dans le chat room ou bien vous pouvez... Les questions maintenant. Alors, papa, si tu veux faciliter les questions, il n'y a pas de problème pour moi. Hein? Papa, tu m'écoutes là? Oui, voilà. Merci. Tu avais désactivé mon micro. Maintenant, vous pouvez parler maintenant. Ouais, et je vois une question là. La différence entre business. Ouais, voilà. Vas-y, papa. Merci, Jimmy, pour la présentation. Donc, chers auditeurs, nous aurons 30 minutes de questions-réponses. Donc, il faut en profiter pour poser vos questions autant que possible pour maîtriser la phase de croissance qui est une phase primordiale de toute start-up. Donc, Jimmy, là, nous avons une question de Dr. Anne. Oui. Donc, qui demande quelle est la différence entre un business model Canvas et un business plan. Car beaucoup de personnes les confondent. Oui, le business model Canvas, vous utilisez pour raconter l'histoire d'un business qui crée et apporte et retient de la valeur. Vous utilisez le business model Canvas pour raconter une histoire d'un business qui crée et apporte de la valeur. Voilà pourquoi la boîte du milieu du business model Canvas, vous définissez la proposition de valeur. Quelle valeur que vous voulez ajouter au client avec votre produit? Mais avant de faire ça, le business model Canvas vous dicte de bien identifier le problème, de bien cerner le problème du client
Et la seule façon de bien identifier ce problème, c'est de construire, c'est de, je peux dire, partir à la recherche du client, c'est d'avoir des interviews, d'entamer des interviews avec beaucoup de clients que possible pour bien cerner leurs problèmes, pour bien comprendre le problème, et puis pour voir vraiment si la solution que vous voulez apporter est une solution indispensable. C'est-à-dire, le produit que vous voulez créer, le service que vous voulez apporter, c'est un produit ou un service que le client vraiment va utiliser, dont le client en a vraiment besoin, etc., etc. Donc, le Business Model Canvas raconte cette histoire. Le Business Model Canvas dit que vous avez une proposition de valeur qui a été bien définie en tenant compte des problèmes du client. Le Business Model Canvas dit que vous avez les ressources clés pour démarrer l'initiative. Le Business Model Canvas parle des activités clés que vous allez entamer pour démarrer une entreprise. Le Business Model Canvas parle de comment vous développez des relations avec les clients, où vous trouvez les clients et quel type de revenus que vous allez avoir, etc., etc. C'est-à-dire, vous racontez une histoire, vous créez de la valeur, vous retenez de la valeur, c'est-à-dire, c'est vraiment le Business Model Canvas, c'est ça qu'on doit utiliser quand on est une start-up. Maintenant, quand on est une compagnie, c'est-à-dire vous avez déjà passé toutes les étapes, adéquation problème-solution, adéquation produit-marché, croissance et l'évolution. Maintenant, vous êtes à l'étape de compagnie. Maintenant, si vous voulez faire la levée de fonds en tant que compagnie, vous voulez aller auprès d'une institution financière, vous allez chercher des investisseurs, c'est à cette étape-là que vous pouvez faire un business plan. Le business plan existe encore. Les compagnies préparent des business plans. Mais une start-up ne prépare pas une business plan. Une start-up prépare un business model canvas pour raconter l'histoire. On raconte l'histoire d'une start-up à partir d'un business model canvas. Par contre, on présente une compagnie auprès des investisseurs à partir d'un plan d'affaires. D'accord? Donc, c'est ça. Quoi d'autre, papa? D'autres questions, papa? Ah, le micro, papa. Ah. Voilà, merci Jimmy. Vas-y. Donc, il y a d'autres questions qu'on a au niveau du fil. Oui. Il y a eu un étudiant du nom de Jared qui demande est-ce qu'une start-up peut rester toute son existence tout en ayant des avantages et des clients toujours en start-up? Non. L'objectif d'une start-up, c'est de devenir une compagnie. Donc, si vous restez en état de start-up pendant toute votre vie, cela veut dire que vous n'avez jamais atteint l'état de croissance. Donc, vous n'avez jamais atteint le 10x, le 10, la multiplication par 10 dont j'ai parlé tantôt. Donc, l'objectif d'une start-up, une start-up après 36 mois, une start-up agressive après 36 mois doit être à l'état de croissance, l'état d'évolution, après 36 mois. Si vous n'êtes pas à cet état, vous n'allez jamais trouver d'investisseurs et vous ne pouvez jamais avoir de revenus potentiels. Donc, c'est tout. Merci. Il y a également Mahama qui demandait comment une start-up devrait se positionner face à la concurrence et comment elle devra se faire distinguer
au niveau de son marché cible? Et sa dernière question, existe-t-il un business model adéquat pour un pays émergent? Donc, vous avez 3 questions. La première question, c'est le positionnement d'une start-up face à la concurrence. OK. La deuxième question, c'est comment la start-up peut faire pour avoir un avantage concurrentiel. Et la dernière question, existe-t-il un business model adéquat pour les pays émergents? Premièrement, une start-up, l'approche client, c'est-à-dire l'adéquation problème-solution, où l'entrepreneur identifie le problème en ayant des conversations sérieuses avec les clients, en restant en contact vraiment serré avec les clients. Je peux vous dire, ça déjà fait la différence. Ça déjà vous aide avec la compétition. Parce que avant même de créer votre produit, vous avez identifié, vous étiez en contact direct avec vos clients et ils vous ont dit, voilà le problème. Et vous avez bien compris les peines de la clientèle et c'est pourquoi vous avez inventé un produit ou un service qui répond aux critères de la clientèle. Maintenant, ça déjà vous aide avec la compétition. Et si vous prenez le temps pour bien développer votre business model Canvas et vous bien définir la proposition de valeur, c'est-à-dire la valeur que vous allez apporter aux clients, et vous venez avec les techniques pour développer des relations avec les clients, pour fidéliser les clients, je peux vous dire, ça déjà garantit le succès de votre start-up. Maintenant, la troisième partie de votre question, je pense que j'ai déjà répondu à, les deux premières parties. La troisième partie de votre question, pour les pays émergents, je peux vous dire, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre un entrepreneur ici aux États-Unis et un entrepreneur au Sénégal. Naturellement, les conditions de vie sont différentes. L'environnement est différent, etc., etc. Je vais vous expliquer la journée d'un entrepreneur ici aux États-Unis. La majorité des entrepreneurs commencent chez eux. C'est par exemple, c'est quelqu'un qui a un emploi à temps plein, qui travaille du lundi au vendredi, qui a une idée, qui a seulement le soir et le week-end pour travailler, pour développer son idée, qui est passionné par son idée, qui vraiment travaille chaque jour et nuit, etc., dans son sous-sol, dans sa chambre, pour développer l'idée, qui participe dans les networking, qui reste en contact avec les chambres de commerce, avec les organisations de jeunes, qui participent dans les compétitions pour les entrepreneurs, qui fait tout, etc., pour développer son idée. Et cet entrepreneur-là utilise son propre argent pour acheter, pour faire des premières dépenses de départ, d'accord? Pour contacter les gens, pour faire tout et tout, les premières dépenses de départ, cet entrepreneur-là utilise son propre argent pour faire tout et tout. Donc ça, c'est la même journée pour un entrepreneur sénégalais. Je connais des entrepreneurs sénégalais qui travaillent
du lundi au vendredi, qui utilisent le soir et le week-end pour développer leur entreprise, d'accord, pour développer leur start-up, qui participent dans des événements de networking, qui participent dans des compétitions, qui participent dans des séminaires d'entrepreneuriat, etc., et qui arrivent à avoir du succès. Donc, la passion est extrêmement importante. C'est la qualité, je peux dire, la plus importante chez un entrepreneur. Si vous n'avez pas de la passion, vous n'aurez jamais du succès. Parce que l'investisseur, même lorsque vous participez à une compétition, si on ne voit pas que vous n'êtes pas passionné, si on voit que vous n'êtes pas passionné, si on voit que vous n'avez pas vraiment l'engouement pour avoir du succès dans votre entreprise, je peux vous garantir que l'investisseur ne va pas être intéressé à votre start-up. Donc, vraiment, et vous allez utiliser les mêmes outils, par exemple, le Business Model Canvas. Par exemple, vous allez faire l'idéation, vous allez faire, etc. Vous allez faire le Customer Discovery, la découverte du client, etc., etc. C'est les mêmes outils que vous pouvez utiliser. D'accord? Papa, quoi d'autre? Qui d'autre? OK, on a une autre question de Maguette Ndiaye qui demande comment faire pour maîtriser ses charges en phase de croissance. Comment faire pour maîtriser ses charges en phase de croissance? Surtout les charges bon, variables. je comprends. Mais bon, en fait, ce que je dis toujours à mes entrepreneurs, promoteurs de start-up, il faut toujours partir à la recherche des services ou des choses gratuites. D'accord? Si tu as un ami, tu as un cousin, tu as un neveu, une nièce, une cousine qui connaît la comptabilité, qui connaît l'enregistrement de compagnie, demande à cette cousine, demande à cet ami de te donner des services gratuits. Si tu connais que le gouvernement donne des dons de démarrage aux startups, il faut vraiment aller chercher ces dons. Si tu connais, par exemple, des incubateurs, des endroits au niveau des ambassades où tu peux avoir des services gratuits, il faut les utiliser. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut faire. Un bon entrepreneur, vraiment, cherche toujours des services gratuits pendant qu'il est encore en état de start-up. D'accord? La deuxième chose à faire aussi, c'est de ne pas être ce qu'on appelle c'est de ne pas penser que la compagnie, c'est moi, je peux tout faire, la start-up, c'est moi, je peux tout faire, donc j'ai besoin d'aide de personne, etc., etc. Il ne faut pas être gourmand, il ne faut pas avoir cette attitude. Est-ce que vous voulez posséder 100% de zéro ou bien 100% de 1 million de dollars ou bien 30% de 1 million de dollars, 100% de zéro ou bien 30% de 1 million de dollars. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tu connais quelqu'un qui a une expertise, qui a une connaissance que vous n'avez pas, si vous n'avez pas de l'argent pour payer cette personne-là maintenant, vous pouvez dire à cette personne, j'aimerais vous inviter à venir joindre ma start-up. Je n'ai pas d'argent pour vous payer maintenant. En échange, je vous donne
un pourcentage, d'accord, d'ownership, un pourcentage de propriétaire. D'accord? Ça vous aide aussi à minimiser les coûts de démarrage. D'accord? Donc, c'est vraiment utiliser son network, c'est-à-dire la famille, les amis, les condisciples de classe, etc., etc., et aussi offrir pourcentage de pourcentage d'ownership aux gens qui ont des connaissances que vous n'avez pas, aux gens qui puissent vraiment aider au lancement de votre startup. Puis la dernière étape, c'est vraiment la dernière chose à faire, c'est vraiment utiliser vos propres ressources. Mais on sait que nos ressources sont limitées. Donc, il faut être vraiment, vraiment prudent quand on utilise nos propres ressources. D'accord? Papa, vas-y. Merci, Dimi. Ça me permet de chuter sur l'autre question, puisque tu parlais tout à l'heure des open source et de la gratuité ou de l'utilisation de nos réseaux. Il y a Justina qui nous demande comment une startup peut faire pour fidéliser sa clientèle et attirer de nouveaux prospects. Fidéliser la clientèle et attirer de nouveaux prospects. OK. Maintenant, en fait, c'est là ce qu'on appelle le customer relations, relation client. Ça dépend du produit ou du service. D'accord? Ça dépend du produit ou du service. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour fidéliser le client. On peut utiliser le prix. On peut utiliser ce qu'on appelle, c'est-à-dire la convenience, c'est-à-dire, est-ce que vous allez joindre le client là où il est? On peut utiliser la façon dont on présente le produit. On peut utiliser les chaînes de distribution comme manière de fidéliser le client. D'accord? Et puis, le service après-vente, est-ce que ça existe encore? Il y a beaucoup de façons de fidéliser le client. C'est là qu'on commence à utiliser les stratégies de marketing. D'accord? On utilise les stratégies de marketing pour fidéliser le client. Maintenant, pour chercher de nouveaux clients, il faut aller là où le client est. Si le client se trouve à Dakar, par exemple dans le cas du Sénégal, il faut savoir où à Dakar. Si c'est un produit qui concerne le monde universitaire, eh bien, il faut aller directement auprès de toutes les universités à Dakar pour aller présenter votre produit au client, pour aller leur parler de produits, aux services, etc., etc. Si le produit, ça concerne le monde hospitalier, bon, il faut aller dans les restaurants, dans les hôtels, les endroits où les touristes, les endroits où les gens vont pour se relaxer, etc., etc. Maintenant, quand le marché de Dakar est saturé, vous commencez à identifier d'autres villes, d'autres marchés où vous pensez les clients résident. S'il faut aller à Saint-Louis, vous vous rendez à Saint-Louis. S'il faut aller à Ziguinchor, vous vous rendez à Ziguinchor, etc., etc. Donc, si vous devez aller à Thiès, c'est la même chose que vous faites. Donc, il ne faut pas essayer d'entamer beaucoup de segments de clients en même temps. Il faut faire l'expérience segment par segment. D'accord? Donc, si on commence à Dakar, on commence à Dakar. Si on veut aller à Saint-Louis, d'accord, d'abord, on essaie de voir là où se trouvent les clients à Dakar. Ça dépend du produit ou du service. Quand on veut aller à Saint-Louis, on essaie de voir là où se trouvent
les clients à Saint-Louis. À Thiers, on fait la même chose, etc., etc. Encore, c'est là la stratégie de marketing rentre en jeu. D'accord? Ça peut faire, ça c'est une autre module totalement différente, donc qu'on peut en discuter une prochaine fois. Papa. Oui. OK. Nous avons également d'autres questions. Il y a Ramos qui nous demande comment on peut rendre une startup scalable. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la croissance. Oui. C'est ce qu'on appelle, en fait, la scalabilité, ou bien ce qu'on appelle l'étape évolutive. Ce n'est pas une chose qui se passe du jour au lendemain. On commence déjà à partir de la fondation pour assurer une évolution, pour assurer une optimisation. Il faut commencer par la fondation. Est-ce qu'on a déjà une bonne idée? Est-ce qu'on a une bonne idée? On fait l'expérimentation en parlant aux prospects, en parlant aux clients, etc. On fait l'expérimentation, on fait l'apprentissage pour voir si l'idée est fiable. Une fois l'expérimentation est faite et le client a bien défini l'idée pour vous, vous avez bien cerné le problème du client, vous développez le produit minimum viable, le MVP, et vous commencez à vendre le MVP auprès du client commence à acheter, vous commencez à fidéliser le client, etc., etc. Vous commencez à gagner de l'argent. Maintenant, c'est là que vous dites, bon, c'est vrai, mais le client on aime le produit, donc je dois passer à la deuxième. Je dois vraiment multiplier la production de ce produit-là, multiplier la production, la disponibilité du service, etc., etc. C'est là que vous commencez à vraiment avoir la croissance. Et quand vous arrivez à cette étape de croissance, eh bien, c'est là maintenant que vous dites, ah, ben bon, la start-up là évolue. La start-up vraiment prend une échelle extraordinaire. Donc, c'est là que vous commencez à dire, on est dans cet état d'évolution, donc on peut parler de multiplication par 10 pour la croissance et multiplication par 10 pour l'évolution, etc., etc. Donc, la croissance, l'évolution, c'est l'optimisation, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. D'accord? On commence à partir de la fondation, on se donne comme objectif l'optimisation, l'évolution, et on dit voilà le facteur qu'on va utiliser. Est-ce que c'est le facteur, la multiplication par 10? Est-ce que c'est la multiplication par 10? Et voilà la période que je vais me donner pour réaliser cette multiplication, etc., etc. D'accord? Donc, papa, et toi? OK. Nous avons également des questions comme on a l'habitude en Afrique d'assimiler la high-tech à une start-up. Quelle est la différence entre une entreprise qui est dans le numérique ou la technologie et start-up? Non, mais en fait, et également, quelles sont les erreurs à éviter quand on lance une start-up? En fait, il y a beaucoup de sortes de start-up. La numérique, la technologie, c'est une industrie. Il y a des start-up dans l'agriculture, il y a des start-up dans l'éducation, il y a des start-up dans la santé,
il y a des startups. C'est juste la technologie, c'est juste une autre industrie. Il y a des startups aussi. Et on peut avoir la technologie dans presque toutes les autres startups. On peut introduire la technologie dans une startup dans l'agriculture. On peut introduire la technologie dans une startup dans le secteur éducationnel. On peut introduire la technologie dans une startup de santé, etc., etc. La technologie est partout ces jours-ci. C'est partout. Donc, il n'y a vraiment pas… la technologie, je peux dire, est un outil. Ce n'est pas vraiment une start-up. Donc, la technologie, c'est un outil qui vous aide à vraiment lancer votre start-up. Voilà, la technologie, c'est un outil. La technologie, ce n'est pas une start-up. Ça, c'est la question. Ça, c'est pour répondre à cette question. Maintenant, les erreurs à éviter, c'est d'avoir une idée et de se lancer de se lancer à introduire la solution sans entamer de conversation avec les prospects, avec les clients potentiels. Ça, c'est l'ancienne pratique. On a l'idée, on a la solution, selon ses critères, selon ses besoins. C'est-à-dire, moi, j'ai une idée pour développer une tablette selon mes besoins. Étant donné que c'est moi, j'ai besoin de ça, j'ai développé ça, et je pense que parce que j'en ai besoin, tout le monde va en avoir besoin. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas connaître le besoin de la clientèle, le besoin du marché, sans entamer le processus d'expérimentation, le processus d'apprentissage, le processus d'entrevue avec les prospects, avec les clients. C'est l'erreur monumentale, l'erreur capitale commise par les entrepreneurs, c'est-à-dire créer quelque chose que personne ne veut, créer quelque chose selon ses goûts, selon ses besoins et personne d'autre ne veut. Il faut vraiment rester en dehors de ça. Ensuite, la deuxième erreur à éviter, après avoir conversé aux clients initiaux, aux clients potentiels, et vous présentez votre MVP, le produit minimal viable, et vous pensez que c'est ça, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de retourner et entamer d'autres conversations aux clients. Et vous ne voulez pas faire le pivot, vous ne voulez pas vous rester mordicus à ce MVP, et vous ne voulez pas faire de pivot, etc., etc. Il faut éviter ça non plus. Donc, c'est-à-dire, l'erreur capitale, c'est de ne pas construire quelque chose que personne ne veut. D'accord? Ok. Merci. Donc, si je comprends bien, Dimi, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs n'ont plus l'excuse de faire du inside out, c'est-à-dire de rester entre quatre murs, préparer un produit et de l'imposer au marché. Non, mais ils vont faire l'inverse en faisant du outside in, c'est-à-dire de partir du marché pour préparer leurs produits tout en testant leur minimum viable product. C'est exact, c'est exact. Tu l'as bien dit. Là, nous sommes à 3 minutes du temps qui nous a été alloué. Donc, je vais juste choisir une ou deux questions avant qu'on ne conclue. Si c'est bon. OK. Bon. Donc, nous avons également une question de Acélie qui demande quelles sont les ressources nécessaires dont nous avons besoin pour créer une start-up et comment faire pour passer de start-up à compagnie. Bon, en fait, j'ai beaucoup expliqué comment passer d'une start-up à une compagnie. C'est vraiment ce graphe-là que vous regardez là maintenant, d'accord? Maintenant,
les ressources dont on a besoin pour commencer une start-up. C'est vraiment... Il y a des gens qui pensent qu'on a besoin des ressources financières. En fait, non. Si vous avez l'idée et vous avez l'outil nécessaire, le canevas nécessaire pour développer l'idée, c'est-à-dire vous connaissez le principe Lean Startup, la méthodologie Lean Startup, d'accord? Et vous connaissez le Lean Canvas et vous connaissez le Business Model Canvas et vous savez qu'il faut vraiment partir à la recherche de clients, il faut sortir de votre maison et aller parler aux gens, à des amis, etc., pour faire l'apprentissage, pour faire l'expérimentation, etc., etc. Vous n'avez pas besoin d'argent pour faire ça, vous n'avez pas besoin de ressources pour faire ça. Vous commencez à avoir besoin de ressources quand vous êtes arrivé à l'état où vous devez vraiment construire le produit minimal viable, le minimum viable product. C'est là que vous aurez besoin de ressources. Et les ressources, vous pouvez les trouver. Premièrement, la première façon de trouver des ressources pour construire vos MVP, votre MVP, c'est de bien développer votre business model Canvas, de bien travailler votre business model Canvas et de participer à des compétitions de business model Canvas, présentation de business model Canvas, des compétitions pour les entrepreneurs, des compétitions pour les startups. Et si vous participez à des compétitions et vous gagnez les compétitions, vous commencez à accumuler des ressources vous permettant de construire votre MVP. D'accord? Donc, c'est ça. Les compétitions vous donnent de l'argent et vous gagnez de l'argent, vous utilisez ça pour construire votre MVP. Maintenant, il y a aussi vos propres ressources. Mais je connais des gens qui n'utilisent jamais leurs propres ressources. Ils participent à des compétitions et des compétitions. Ici, à l'Université de l'Iowa, il y a une start-up durant les 9 premiers mois, qui a gagné près de 300 000 $ dans des compétitions. 9 premiers mois. Donc, c'était 3 jeunes à l'université qui étaient en dernière année, qui ont commencé cette start-up. Ils ont voyagé à travers le pays. Ils ont utilisé leur réseau, leur network, pour savoir là où il existe des compétitions. Ils savent vraiment comment présenter leur business model. Mais ils sont arrivés à convaincre le jury, des juges, et ils ont gagné beaucoup d'argent, près de 300 000 $ dans des compétitions seulement. Et ils ont utilisé cet argent pour démarrer leur startup, pour faire le MVP, pour développer une stratégie marketing, pour commencer à accueillir les clients, etc., etc. Donc, la compétition, participer à des compétitions, naturellement, il faut avoir un écosystème qui fonctionne dans un pays où il y a beaucoup de compétitions, etc., etc. Je sais qu'à Dakar, ça n'existe pas encore, mais ça va venir. Des compétitions où les entrepreneurs puissent présenter leurs projets, etc., etc. D'accord? Donc, c'est ça. Vraiment, on n'a pas besoin de ressources pour commencer à développer, pour commencer à tester le marché, pour commencer à faire des expérimentations, pour commencer à faire l'apprentissage avec l'idée. Hein? Donc, c'est ça. Et la dernière question, papa? Et comme première question, quelle start-up pourrez-vous donner quelques exemples de start-up qui pourraient
nous inspirer en tant que jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs? Exemple de start-up. Et parfois, vous ne devez pas aller trop loin, hein. Il faut regarder autour de vous. Là, en Afrique, d'accord? Il y a un Mandela Fellow qui est du côté de Mali, qui vient du Mali. Il a une start-up dans le secteur agricole. Il pasteurise le lait et fait le yarou, et fait le lait caillé, etc. Et embouteille le lait pasteurisé et il vend ça vraiment à travers Bamako, chez les particuliers. Il apporte ça chez les foyers, etc., etc. Et il a commencé ça vraiment avec une idée. Et il a commencé ça en parlant aux amis, en parlant aux familles pour savoir si vraiment ils avaient besoin, quel problème qu'ils avaient pour trouver leur lait de façon rapide et chaque jour. Et puis là, c'est comme ça qu'il a développé ça. Et maintenant, il a une start-up qui est à l'état de croissance, c'est-à-dire la multiplication par 10 de croissance, de 10x growth. Il commence à trouver ses moteurs de croissance. D'accord? Il commence à trouver ses moteurs de croissance. Et à Dakar, il y a encore une autre, une Mandela Fellow, qui possède, et elle faisait partie de notre panel de discussion l'année dernière, quand j'étais à Dakar sur le programme de l'ambassade. C'est Awa Kaba qui a commencé oui, exactement. Oui. Oui, donc elle a commencé sa start-up vraiment timidement parce qu'elle avait l'idée là que les gens au niveau de Dakar ne pouvaient pas trouver des produits frais. Effectivement. D'accord? Les fruits, les légumes, et les produits bio, etc. Elle a fait son sondage, elle a fait son enquête, elle a trouvé que le problème était partout, dans les foyers, les jeunes, les sportifs, etc., etc. Eh bien bon, elle a trouvé des fournisseurs, c'est-à-dire des agriculteurs, et puis qui avaient aussi des problèmes à distribuer leurs produits. C'est comme ça qu'elle a mis sur pied sa compagnie. Elle a trouvé un marché pour ses fournisseurs, et puis elle a trouvé des produits bio, des produits naturels pour ses clients. Et Awa, maintenant, sa compagnie est dans cette étape-là, ce qu'on appelle, elle a trouvé ses moteurs de croissance. Elle a trouvé ses moteurs de croissance et je peux vous garantir que sous peu, elle va avoir cette croissance-là et va même commencer à parler de l'évolution. Donc, sur ces deux exemples-là que je peux vous donner maintenant, il y a beaucoup d'exemples. Et je suis sûr que papa, lui, il a aussi d'autres exemples au Sénégal qu'il peut partager avec nous. D'accord. Nous avons déjà au Sénégal, nous avons aussi InTouch qui a été lancé depuis 2014 et aujourd'hui qui est en phase d'évolution, qui est présent sur 7 pays africains. Voilà. Voilà. Et qui est en train de faire des chiffres extraordinaires. C'est exact. C'est exact. Digitaliser le transfert financier en mettant en place une plateforme où on peut avoir tous les services financiers de transfert d'argent. Donc, nous disposons de beaucoup d'exemples de jeunes entrepreneurs qui sont là et qui essayent de changer la donne. C'est-à-dire des entrepreneurs qui ont commencé là où la fondation, là, à l'état de idéation, où et pendant l'adéquation problème-solution, ils ne voyaient même pas la porte de sortie. Ils ne voyaient même pas la porte de sortie. Mais ils étaient courageux, ils n'ont pas perdu l'espoir, ils ont perdu jour et nuit pour arriver à cette étape adéquation produit-marché. Et maintenant, papa, tu dis qu'ils sont à l'évolution, hein? Oui. Tu vois?
Et nous avons même un alumni, lui aussi, qui a aujourd'hui, qui a sa start-up qui est en évolution, en phase de croissance, qui est Voilà. dans le secteur de la logistique. Voilà. Dans le Donc, secteur... papa, donc tu es d'accord avec moi? Il Oui, faut être passionné et il faut aussi être patient. Parce que quand on regarde la courbe, tu vois que la courbe est extrêmement plate pendant un bon bout de temps. Hein? oui, C'est à oui, partir de la deuxième année qu'on commence à avoir une différence. effectivement. Donc, il faut être vraiment passionné et patient. Les deux Et P. persévérant. Et persévérance, les trois P. Passion, patience, persévérance. Voilà, trois P. Très bien, très bien. Merci, Dimi. Donc, je fais juste le résumé pour voir. Donc, pour une bonne phase de croissance, il faut déjà avoir une bonne fondation. Sans Voilà, la fondation, rien ne pourra tenir. c'est exact. Mais aussi, nous ne devons pas être amoureux de notre première idée. Nous devons toujours partir sur le marché, faire de l'itération, des va-et-vient, voir quels sont les amendements que le marché fait sur notre produit. Est-ce que le marché accepte notre produit et faire beaucoup d'idéation et d'itération avant de booster. Voilà, Mais le pivot, faire beaucoup de pivot, comme on dit, le pivot, le pivotage. Voilà. voilà. Et tout ça, nous pouvons l'avoir grâce à notre MVP, le minimum viable product. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous n'allons pas engager beaucoup d'argent pour mettre en place un échantillon. Donc, à travers notre minimum viable product, nous pouvons tester, voir les amendements que les consommateurs ou clients finaux nous donnons leur feedback pour qu'on améliore notre produit jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau de scalabilité pour devenir maintenant une compagnie après nos 36 mois. Très Donc, bien. Dimi, c'était un panel très riche. Les auditeurs ne cessent de poser leurs questions au niveau du fil d'actualité, mais comme le temps qui nous a été alloué est épuisé, nous ne pouvons que leur donner un autre rendez-vous prochainement pour organiser un autre webinaire sur les thèmes entrepreneuriaux parce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains sont intéressés par ce secteur et aimeraient avoir beaucoup d'informations. Nous ne manquerons pas à organiser d'autres webinaires. Le groupe Subdeco Dakar est toujours là pour vous donner le maximum possible, mais également remercier notre partenaire Dimi et l'Université Iowa d'avoir accepté d'animer ce webinaire avec nous. Mention spéciale à vous, Dimi. Et merci, merci beaucoup. Merci, c'est un bientôt. grand plaisir. Dire le dernier mot. Oui, c'est un grand plaisir et comme tu sais déjà, papa, je valorise le partenariat avec le groupe Subdeco. Donc, je suis à votre disposition pour d'autres webinaires ou sur d'autres sujets, etc., etc. D'accord? D'accord. Merci, Dimi. Merci, Merci cher. bien. Merci et à Merci. bientôt. À bientôt. Merci tout le monde. Merci, hein, chers auditeurs. Merci bien. Merci, chers auditeurs, d'avoir passé le temps avec nous depuis 15 heures pour échanger avec nous sur l'ensemble Oh, des... un petit moment. Il y a M. Abdulaziz ici. Il voulait dire un petit mot. Hein? D'accord. Il faut ouvrir Aziz, son micro. je dois ouvrir son micro. Oui. Voilà, il a la main levée. Je n'ai pas vu. Hein? Voilà, Aziz, vous pouvez prendre la Allô? parole. Oui, Allô, oui, bonjour. Merci, Dimi. Tu m'as donné enfin la parole, hein? pardon, je m'excuse, je n'avais pas vu. Hein? Tu m'avais muté. Voilà, voilà. Non, mais c'est juste pour te remercier, pour saluer déjà tous les participants qui ont bien voulu, qui ont eu la chance de participer à ce webinaire, hein? Ouais. Et remercier de ta disponibilité. On sait que tu es très pris avec des activités internationales et
et à l'Université de Iowa. Je voulais juste préciser à l'auditorium la chance qu'ils ont d'avoir écouté aujourd'hui Dimi, qui est un intervenant, un consultant international, en plus d'être un professeur dans une des plus grandes universités américaines, l'Université de Iowa, qui est donc partenaire avec le groupe Subdeco. Et moi qui ai eu le plaisir d'assister, de venir à l'Université d'Iowa, de voir tout ce qui est fait dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment à travers le John Papa John Entrepreneurial Center, qui est vraiment un espace où se côtoient les entrepreneurs déjà confirmés et en plus des étudiants qui créent déjà leur start-up avant la sortie, avant la fin de leur étude. Et voir ce foisonnement d'idées, ce foisonnement d'inspiration, de coaching, de mentoring qu'il y a dans le John Papa John Center, ça nous a donné, en tout cas à nous, Subdeco, beaucoup d'idées. Et avec ton appui, on le sait, nous allons essayer vraiment de relever le défi de l'entrepreneuriat des jeunes, en tout cas ici. On a beaucoup de travail à faire dans ce domaine, mais on sait que l'amour que tu portes pour le continent africain, pour le Sénégal également. Et je signale que Dimi est aussi Yali et fait partie des consultants du Yali, de Young African Leaders. Et justement, si le Yali a tant de succès, c'est aussi parce que tu tiens à cœur vraiment ce projet. Et d'ailleurs, même à Iowa, nous avons entendu beaucoup d'entreprises qui avaient reçu les Yali, qui nous ont montré vraiment leur affection et leur engouement pour ce projet-là, de recevoir des young leaders à l'Université d'Iowa. Et donc, je voulais juste te saluer, te dire vraiment que nous avons bien, en tout cas, j'espère que les participants ont bien pris note de ces webinars, accessibles gratuitement. Voilà. grâce à ton appui. Et c'est vraiment une chance pour nous tous d'avoir assisté à ça. Et te féliciter pour le travail que tu fais pour l'Afrique. Je sais que tu es souvent consulté aussi par l'ambassade des États-Unis, d'autres organisations internationales. Mais on a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que pour nous, ça va être un enjeu très important de notre développement économique. Si tu vois tous les outils que notre gouvernement est en train de mettre en place, notamment avec l'ADER, le PSSJ, qui est donc le plan Sénégal émergent pour la jeunesse, il y a beaucoup d'outils qui sont en train d'être mis en place parce qu'il faut que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat et mettent fin à cette idée de fonctionnariat ou même de salariat. Aujourd'hui, il n'y a rien qui peut empêcher un étudiant de Subdeco, bien armé avec toutes les connaissances qu'il faut et surtout la motivation qu'il faut, de créer sa propre boîte. Rien qui peut l'en empêcher, à part lui-même. Donc, nous avons été heureux en tout cas d'assister à ce séminaire et te remercie encore une fois. Remercier l'organisation avec Papa Diallo qui dirige notre incubateur et Cher Tidiane Samb également qui est chargé des relations avec les entreprises. Comme tu sais, Aziz, moi je ne peux pas attendre la fin de la pandémie là pour revenir au Sénégal et travailler avec vous pour vous aider à développer l'écosystème entrepreneurial à Subdeco. Parce que vraiment, comme tu l'as si bien dit, on doit créer une jeunesse qui développe un esprit entrepreneurial hors pair. Parce qu'il n'y a vraiment pas assez d'emplois pour solutionner le problème de sous-emploi en Afrique. C'est là le plus grand problème. Il n'y a pas assez d'emplois et c'est un continent où près de 60% de la population est jeune. C'est un continent qui a besoin près de 12 à 15 millions d'emplois par an. Et s'il y a ce besoin-là, et il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la solution. Et quand on regarde autour de nous, on voit beaucoup de problèmes
beaucoup de problèmes où notre environnement fait face. Donc, et en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'on solutionne ces problèmes? Il y a des problèmes au niveau de la santé, de l'éducation, il y a même des problèmes au niveau de la sécurité, au niveau, etc., etc. Il y a même des problèmes simples que notre jeunesse peut solutionner. Donc, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment la solution et je suis disponible à participer avec vous pour apporter des éléments de solution à ce problème-là. Tout à fait. Merci encore. Le plaisir est à moi et on reste en contact. Beaucoup de succès à Subdeco et je ne peux pas attendre pour revenir à Dakar pour continuer à travailler avec vous. Parfait. Au plaisir de te revoir ici. Le grand plaisir. Mais on va te tester. On va te tester avant ton arrivée. Ah bon, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, cher. Merci. Salut. Au revoir tout le monde. D'accord. Merci aux auditeurs aussi. Merci aux auditeurs. Juste vous informer que la séance sera disponible au niveau de notre page YouTube sous peu. Donc, vous pouvez suivre le replay là-bas et prendre davantage connaissance sur tout ce qu'on a eu à développer pendant ces 90 minutes chrono. Merci encore une fois. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Allez, au revoir.